de poindre tout à l'heure. Je voyais le monsieur Fumier pour pouvoir poser sa question et on passera à vous, monsieur, ensuite. Oui, bonjour, je m'appelle Ibrahim Elali, président de Blue Green France. Mais je reviens un peu, je rebondis ma question sur la notion de nouvelles technologies, mais sur le transfert de technologies, mais également sur les universités interconnectées et cette notion de formation, comment ce transfert de connaissances peut être une source d'attractivité. Pour rebondir à votre dernière question tout à l'heure, je voudrais citer une association qui s'appelle Internet sans frontières, qui est partie au Cameroun, qui a mis des applications sur les iPhones pour signaler partout où il y avait des ruptures, des délestages d'électricité. C'était la société civile qui agissait comme ça et ça a tiré le gouvernement à mieux gérer l'électricité. Donc c'est évident que c'est une coopération qui se fait entre les gouvernements et les sociétés civiles. Et enfin, je ne manquerai pas de signaler qu'en Méditerranée, en Tunisie, au Maroc, on a des jeunes bourrés de talents en informatique et qu'il y a certainement un vrai échange qui peut se faire. Surtout l'attractivité, il ne faut pas l'avoir de façon pays par pays, mais il faut l'avoir de façon régionale. En Afrique, se développe énormément de pôles de développement régional. Et ce que ça ouvre, c'est deux choses. Un, c'est des échanges entre pays alors qu'avant, c'était un tunnel entre chaque pays et l'Europe. Maintenant, il y a des vrais échanges entre pays sud-sud. Et deuxième point que je veux souligner, qui me semble très important également, c'est qu'il y a quelques jours ici, le gouvernement a été obligé d'afficher un peu son patrimoine. Mais ça, tous les pays en Afrique ou dans les pays, disons, sous-développés, la population a un regard différent vis-à-vis de ces politiques. Donc même ce transfert de technologie s'accompagne par un transfert de bonne gouvernance. Et un transfert de transparence peut-être. Et de transparence. Question du transfert de technologie. On va rester sur cette notion-là pour l'instant en tout cas. Comment est-il possible, comment est-il souhaitable, comment peut-on l'encourager? Question ouverte à l'ensemble du panel. Qui veut prendre la parole le fait. I can say a word on transfer of knowledge. He said technologies, but also knowledge. And I think one of the best innovation in Europe in the past 2 decades has been the creation of network among universities and polytechnics. And this has really changed the way we work, I mean, at the university as researchers, and also the way students study or work. And so it has been an essential innovation, and it is a very good example of cooperation. It means that you have to be open, that you have to look, you have to cooperate in the sense that if Fitoussi thinks something brilliant and want to work with Italian economists or Italian political scientists, and he creates a network, and this means spreading the idea, discussing, putting them forward, and this, I think, is very important. To this, of course, there is the probability of that technologies are attached, because I'm talking about social sciences, but it's also physical sciences and hard sciences that can be putting in a network. Transfert des savoirs et vase communicant des talents peut-être aussi, Mamadou Ndiaye. Yes, the transfer of technology can be seen in different fold. I would just mention maybe 2 of them. One is probably through the education process, where university can collaborate through a cloud infrastructure, where different students, even they're not from the same country, can get the same education that are being given somewhere else. So that one fold of it. Another one is, it could be through the implementation of talent attractiveness. When talent move from one country to another, they bring in knowledge. They are being shadowed by local people who can get to learn from that talent, and I think that's also another way of transferring technology. Philippe Elaraine, une dernière réponse et on prendra la troisième question qui est soulevée dans cette salle. Yes, very briefly, I would not like to, forget that foreign direct investment is a prime way to transfer technology, and so countries that are able to attract FDI in large volumes are also able to attract technology. So technology comes with FDI,
And I think that's something we should always keep in mind. Une troisième question qui souhaitait être posée dans la salle. Oui, Jean Berbino, je siège au conseil d'administration d'un grand établissement d'éducation qui commence aux classes maternelles et qui continue jusqu'au niveau universitaire de classes préparatoires aux grandes écoles. Je voudrais rester sur la question justement de l'éducation qui est au centre de votre triptyque investissement, éducation, talent. Il y a un phénomène qui se développe à l'heure actuelle, les Massive Online Open Courses, ces cours sur Internet qui sont proposés gratuitement à l'ensemble du monde, mais par des plateformes américaines où les universités américaines sont réellement dominantes. Alors, qu'imaginez-vous faire pour que la vieille Europe, qui est souvent engluée quelque peu dans ces problèmes de droit d'auteur, puisse être présente sur ces plateformes et puisse justement montrer que l'Europe, la Chine, l'Afrique, l'Euro-Méditerranée a une réelle attractivité dans sa vision du monde vis-à-vis des jeunes étudiants, en concurrence avec la vision américaine que nous dispensent ces Massive Online Open Courses. Réponse des membres du panel. Je ne suis pas sûr de faire une réponse en ligne droite à votre question. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est que il est évident, et Madame la Ministre tout à l'heure a fait référence à ces programmes d'échange qui ont très bien marché en Europe, il est évident qu'il nous faut un Erasmus méditerranéen. C'est évident. Cet Erasmus méditerranéen qui donc va de la formation professionnelle d'ailleurs, et des formations plus professionnalisantes, comme on dit, Bac+2, BTS, IUT et compagnie, jusqu'au master PhD, jusqu'à d'ailleurs recherche-innovation. C'est une évidence. Je voudrais ajouter là-dessus, c'est que cette évidence-là, elle est souvent, quand on prononce ce mot, perçue avec une limitation que je voudrais dépasser. C'est une vision classique des étudiants du Sud qui vont au Nord. Je pense qu'il faut y ajouter les étudiants du Nord qui vont au Sud, parce que cela procède de beaucoup d'effets positifs en termes d'effets d'entraînement. Et du reste, ça a déjà commencé, effectivement, en Tunisie, au Maroc, ailleurs. Mais à mon avis, les chiffres sont encore insignifiants et pourraient être bien davantage amplifiés. Et Sud-Sud, car c'est une dimension aussi et qui est oubliée. Et à la faveur de cette mobilité que j'évoquais tout à l'heure dans une de mes précédentes interventions et que je réitère ici avec l'idée de l'Erasmus méditerranéen, mais il va falloir qu'on soit un peu plus créatif sur le nom, parce qu'on n'a pas vocation uniquement à dupliquer, avec tous mes respects pour Erasme, qui est un grand penseur. Mais je pense qu'il y a dans cette mobilité, j'ai une partie, je n'ose pas dire la totalité, mais une partie de la réponse à votre question, puisqu'elle offre la capacité de pouvoir créer des effets de synergie. Du reste, je pense, pour conclure, que cette densification des mobilités en Méditerranée doit s'accompagner, parce que c'est le sens de l'histoire et c'est le sens des réalités, doit s'accompagner d'une ouverture internationale. Car l'homme compétitif avec un grand H dont je parlais tout à l'heure, il a fait, quand il est étudiant, une mobilité un peu partout en Méditerranée pour s'enrichir et pour se former, et pour être diplômé, et pour être utile et compétitif aux sociétés. Mais il sait ce que c'est aussi que les autres continents, les autres réalités dans le monde, pour qu'ensuite, quand il revient travailler dans son univers, il a une vision lucide de ce qu'est le monde et pour le coup, donc, être encore plus compétitif dans la réalisation de ses objectifs. Merci. Et vous êtes nombreux à vouloir avoir le dernier mot. Je vais donc tenter de donner la parole par ordre de levée de main, si j'ose dire. Raymond Torres d'abord, Felipe Larraine, et on terminera avec Mamadou Ndiaye.
Cette question me permet de rebondir sur un point qui me paraît important. On parle beaucoup d'éducation, mais pour ainsi dire éducation initiale. Mais il faudrait aussi élargir le sujet à l'éducation tout au long de la vie. Et c'est ça rejoint la toute première question. Si c'est vrai que c'est l'utilisation des nouvelles technologies qui est importante, à ce moment-là, évidemment, il s'agit d'adapter les systèmes et ça peut donner lieu d'ailleurs à de nouvelles formes de mobilité internationale, un peu comme l'Erasmus en Europe, mais peut-être pour des adultes qui voudraient acquérir une nouvelle formation. Et ainsi, alors, il faut aussi voir qu'il y a aussi des innovations dans ce domaine. Et par exemple, en Allemagne, ils sont en train, vous connaissez sans doute tous le Kurzarbeit, qui a permis à l'Allemagne de mitiger l'augmentation, la crise et l'effet de la crise sur le chômage, par une répartition de l'emploi en quelque sorte. Ils sont en train d'introduire un nouveau dispositif qui permet aux personnes qui sont dans les entreprises en restructuration de se former. Et ça me semble une idée vraiment excellente, partant de crise. Et donc, développer justement la formation tout au long de la vie pour mieux utiliser toutes ces nouvelles technologies. Philippe Larraine. Yes, I think this idea of, there was posed about free internet access to courses. Let me offer two views. I think this is a very important thing that is offering technology to us. It's really transfer of knowledge. But, and let me say this, it's great if they're free, but even if they're not free, it's great too, that people have choices to sign up for courses, and probably what this has done is to reduce immensely the cost of learning through the internet. There is one trick here, which is, as you, Elsa, I've been a university professor for all my life, and with a brief time in politics. And I will go back to academics after this. So I'm thinking, the issue is how do you allow for interaction? Because that's the one thing through the internet that is not so easy. When you have, the interaction of the class and the interaction with the professor or whoever is leading the course. And second thing, not only to courses but to books, the ability now of getting access to books through the internet at a fraction of the cost of buying the book. And as an author of books, and particularly I have a book with internet access, and it's a textbook, and you can do exercises and sign up, and I think it's a great thing that is offering the technology to enhance the transfer of knowledge for us. Even if you do it at a cost, the cost has immensely been reduced, and this allows the spread of knowledge. Allez, le dernier mot ira à la... Alors, absolument, le papier, c'est toujours bien. Un mot rapidement avec Mamadou Ndiaye et on terminera avec vous, Monsieur le maire. I think the way Europe need to probably address this is to make sure it's regulated. Regulated in a sense of making sure that there is a platform that meet all the requirements to make sure that interaction exists, as he says, Mr. Minister, but also make sure that when you take a course, at least you have a certification or you have a degree. Education, any education must have a price. What will be the price? I think something that has to be defined between universities across Europe. So my take is, I think there is need for Europe to make sure that a platform that can allow this interaction exist, that is regulated from a security standpoint, but also, from a personal protection standpoint, because children who are not adults will be involved in this kind of interaction, and you want to make sure that this is being monitored to know who is giving course and who is taking what, and defining how much it's going to cost is something that probably going to play a role in terms of making sure this is embraced. So that's the idea I would just want to add to it. Merci, et on termine donc avec vous, Monsieur le maire, ce tour de table dédié à l'innovation et à l'éducation. 我也回答一下这位教育校长提的互联网教育。我是觉得互联网教育对于城乡差距大的一个区域来说，它可以实现教育的普及化，而且是比较低的成本实现这个普及化。那么应该很努力的去推动它。
那么要抓好这件事呢，对一个市长，对一个教育体系来说，至少抓好5个环节。第一个，你拿一些什么产品在互联网上进行教育推广、教育普及，是小学的、初中的、高中的、大学的。大学是 MBA 课程，还是自然科学的课程，还是什么课程？这个呢，要有非常好的一个组织方法，把这个产品能够供应出来。第二呢，的确就是城乡之间各个学校、社会网络上呢要有教育的网站，而这个网站呢是一个很发达的经济组织在进行推行推销，使得老百姓在家里都能够通过这网站呢了解到教育体系，而这个网站呢跟各个大学的课程、教室都能连上，使得一些优秀教师在教室里上课的实际场景，给所有的不上学的、不到学校上课的、在家里自学的人，能够随时能够参与到这个教室的活动中去，要有这样强大的通信网络。第三呢，要有一个非常公正、合理的、严格的考试机构、测试机构，那么让那些通过网站学习的人能够得到合理的考分，而这种考分是印证他能力、学习效果的。第四呢，是要有一个非常庞大的数据库，使得在通过网站学习的这些学生能够随时互动的调阅数据库里的各种资料，成为他课程外的辅助学习的情况。第五，还要有一批专业的教师，他专门针对网上学习的学生提的各种问题，他能够实时的在线的跟各种问题进行交流回答，形成互动。我是觉得把这5个环节都做好了，这个城市、这个国家的互联网交流学习就起来了。Je pense que c'est une parfaite conclusion pour pouvoir terminer ce panel. Malheureusement, on est déjà overtime, me dit le timer que j'ai juste sous les yeux, à moins que Jean-Paul Fitoussi nous donne la possibilité d'avoir une dernière question et 5 minutes. Est-ce que... Ah ben, c'est formidable. Donc, une dernière question avec vous. Et en plus, Elsa Fornero va être contente parce que c'est enfin une femme qui pose une question. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je vais essayer d'être rapide. Donc, en fait, je vais d'abord vous parler d'un paradoxe. En fait, on se retrouve face à un paradoxe, à savoir qu'on se retrouve face à des enjeux, que ce soit pour les entreprises ou pour le monde politique, qui sont des enjeux globaux long terme, alors que la plupart des personnes, que ce soit au niveau politique ou entrepreneurial, ont besoin d'avoir des résultats court-termistes et locaux. Et du coup, je voulais savoir, dans ce cadre de collaboration, parce que moi je parlerai plus de collaboration que de coopération, où on collabore tous ensemble, que ce soit la société civile, le monde politique, le monde économique ou le monde de l'éducation, comment vous pouvez redonner du sens aux jeunes diplômés, parce que justement ces jeunes diplômés ont besoin d'avoir un sens, parce que les études sont de plus en plus longues, et à la fin de ces études, la plupart des jeunes diplômés se retrouvent au chômage ou se retrouvent à accepter des postes qui ne sont pas à la hauteur de leur qualification. Donc moi, je sais que dans le cadre de mes différents engagements associatifs, il y a une phrase qui est moteur pour moi, qui est une phrase de Saint-Exupéry, et qui dit que pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et donc vous qui avez la possibilité de rendre les choses possibles, que pensez-vous faire? Merci. Des jeunes diplômés en quête de sens. Et ça, c'est une encore plus belle façon de conclure justement cette table ronde, que cette question vous soit posée directement par une jeune diplômée qui, elle, a envie de croire en le futur de ce nouveau monde. Qui veut lui répondre en premier? Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent lui répondre en premier. Donc du coup, Mamadou Ndiaye que je vois devant moi. Yeah, I think it's a very, very important question. And the way to address this question is
to ask all the stakeholders to think about what our education system needs to be. I think there is a need to revolutionize the education system. Everywhere people come out of college and they struggle to get jobs. What that means is between what's being taught in the classroom and what the markets need, there is a gap. So there is a need for the decision maker for the higher education and the private sector to sit down and define what the need of the market is by involving also technology leading companies. So once this is done, I think it becomes very easy to understand the kind of course that need to be taught, because we know that this is what the market needs. So whoever get out of university or college automatically is consumed by the market, because that was the market need. Today, companies spend a lot of money to train new employees. I think we need to cut that part of the education process where the training needs to be. That training needs to happen in a classroom right now to define a new world, a new way of doing education. Felipe Larraín. Yes, I want to offer a concrete example that I was involved in over 10 years ago. I was working with the government of Costa Rica at the time that Intel was looking for a site to establish a company, a factory. And as part of the process, there were many things that, customs procedures and so on. They said, we want to have the goods shipped and we need to have them in one day, not 3 or 4 or 5 days. Mm-hmm. That happened. But a very important part was they met with the local universities and they said, we need engineers. And we don't need, we need many more than what you're producing. In fact, we need about 3 times the engineers that you're producing. So this was a very good thing for the universities, but they said, we want them to know, up to the standards that we will be able to use. So there was a link here between a private company and the university, and the program, the engineering program, was redefined to fit the needs of this huge employer, and the guys who went, the graduates that went and worked for Intel, had access to their worldwide sources of different places where they could go and train after being trained mm-hmm. in a university according to the standards that were agreed. So I think this is a good example of talking between universities and business. Une vraie collaboration. Alors, toutes les mains se lèvent en même temps. Le maire, et ensuite on ira vers Raymond Torres. Je continue à distribuer la parole. Fatala Slimasi, et on terminera avec Elsa Fornero. 回答这个问题呢，我觉得3句话。第一句呢，就是要促进经济发展，提高就业率，降低失业率。这样呢，整体经济如果是这么一个好的局面，那么大学毕业生当然就业率会高，这是第一条。第二呢，就是大学和中专这种结构也要合理。我重庆就出现过。大学毕业生就业率80%，中专毕业生就业率99%。那么这里边就说明中专、大专企业市场更需要他们。那么这里边呢，就是说学校的设置方式，各种阶段是更多的普通大学生还是大专、高专的学生？这里边就有个结构更符合市场的要求问题。第三呢，就是也要鼓励大学毕业生自己能创业，包括自立。刚才的财政部长讲到的，他们给大学生创业，可以一个企业给4万美元。我们和他们一样，重庆这几年，凡是大学生带着7、8个人自己搞一个微型企业。我们就无条件的给他5万元人民币。我们1年这些学生创业，可以产生2万多个企业。那么几年下来，差不多有8、9万企业，带动几十万人就业。那么政府呢，每年拿了
15亿人民币补贴，差不多等于2亿多美元补贴，但效果也很好。所以，一要鼓励毕业生创业，二要使学校的专业适应市场的需求，三整个国家的经济能够比较发展的好，这样学生就业的问题就能比较好解决。Raymond Torres, ça tombe bien parce qu'on découvre que dans énormément de villes et d'endroits dans le monde, on est en train de jouer à une course pour investir sur les futurs talents et les futurs diplômés pour les faire venir justement sur ces territoires. Votre réponse? Je crois qu'il faut redéfinir les responsabilités entre le système éducatif, les jeunes et les entreprises. Et il y a évidemment un problème, notamment dans les pays où il y a une crise plus grave, parce qu'il y a peu de création d'emplois. Donc cette question, ce problème de chômage des jeunes, notamment diplômés, s'aggrave. Mais déjà, je mentionnais au début de mon propos, c'est que déjà avant la crise, ce problème déjà s'aggravait. Dans certains pays comme la Chine, où il y a environ 6 à 7 millions de jeunes Chinois qui rentrent chaque année sur le marché du travail, beaucoup sont très bien formés. Également, il y a un problème, moins de chômage, mais plutôt d'emplois qui sont en adéquation avec l'éducation. Donc je crois que c'est un problème global, effectivement, qui demande un nouveau partenariat. Et je crois que, alors c'est vrai qu'en parler en France, c'est presque explosif, mais c'est vrai, demander aussi aux centres universitaires d'être beaucoup plus responsables de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Alors c'est vrai que c'est tabou dans un certain nombre de pays, mais je crois que c'est une question importante. Il y a des pays où les universités ne savent même pas ce que deviennent les jeunes une fois formés, c'est-à-dire il n'y a même pas une traçabilité, si j'ose dire, ou un suivi des parcours des jeunes. Du point de vue des jeunes aussi, d'accepter que certaines filières ne donnent pas, n'aboutissent pas sur des débouchés. Je crois que l'expert de IBM l'a mentionné tout à l'heure, qu'il y a vraiment parfois une inadéquation entre les besoins et les formations, et les entreprises elles-mêmes, de donner beaucoup plus de possibilités de formation en alternance, stage, formation pratique. Et ça, c'est vraiment très important. Il y a 4 pays européens où le chômage des jeunes est très proche du chômage des adultes, et seulement 4. Et les 4 sont des pays où il y a une pratique très étendue de formation en alternance, formation pratique, etc. Ça se développe aussi dans des pays comme la Corée du Sud. Et donc, je crois qu'il y a de bonnes pratiques. Et justement, du point de vue de l'OIT, on a lancé un programme d'emploi des jeunes où on essaie de comparer les bonnes pratiques dans un domaine qui quand même reste très complexe. Fatala Silijmassi, et je vais être obligée de vous minuter à 2 minutes pour cette dernière réponse. Ça ira même plus vite. Non, j'ai une réponse directe en fait à apporter à la question qui a été posée, puisque nous avons lancé à l'UPM une initiative qui s'appelle Med for Jobs, Mediterranean for Jobs, qui justement s'articule autour de 3 piliers. Le pilier de l'employabilité, donc c'est tout le volet formation en quelque sorte. Le pilier de l'intermédiation, parce que nous croyons qu'il y a encore des efforts à faire, notamment dans les pays du Sud, pour faire en sorte que l'offre et la demande d'emploi, d'ailleurs pas uniquement qu'au Sud, soient mieux connectées. Et le pilier de l'entrepreneuriat, donc aider les jeunes à créer leur propre entreprise et ne pas uniquement à être salariés. Donc je n'ai pas le temps d'élaborer parce qu'il y a une dictature rouge une dictature du temps, non pas long, mais du temps court. Là. Qui s'arrête. Très, très court. Mais je serai très heureux de vous donner plus d'informations sur cette initiative que nous avons lancée et qui s'appuie justement sur tout le réseau associatif parce qu'il se passe déjà beaucoup de choses que nous souhaitons promouvoir et aider à développer. Rendez-vous est donc pris. Et le dernier mot ira à Elsa Fornero. Thank you. I started with the young. You asked about attractiveness. I said a country has to be attractive to the young. And I think this is a central problem in many European countries today because the young have been the victims of restrictive practices in the labor market and on just the opposite of misinterpretation of flexibility, which has really meant precarious jobs for the young, which have been at the margin or just excluded from the labor market. There are many answers. The general answer to this problem is reducing the distance between school and work. There are instruments, have already been mentioned, apprenticeship
is a very important instrument in my view. Germany has used apprenticeship in the past, and it is the country that has in Europe the lowest unemployment rate for the young. But again, here you have the crucial, let's say, problem. Apprenticeship is not an immediate answer to a huge problem. It is the answer in the medium term. So we have to regain a kind of perspective, a kind of a sense of direction. And I just want to also mention another thing that has been recently approved at the European level, which is the Youth Guarantee. It's not a directive, it's a recommendation, and I think it's like, yes, stressing the problem and saying, okay, you have to do something. The Youth Guarantee means that countries have to organize themselves by offering an answer to people that to the young that leave schools or to the young that lose their jobs within 4 months. So it means that you have to organize yourself in order for a young that has exited a school or lost a job to receive an offer, which is an offer of a job opportunity, of a good job opportunity, or an offer to have another education or vocational training. L'attractivité sera donc définitivement une question de pari sur l'avenir et sur la jeunesse. Merci à tous autour de ce panel pour vos réponses. Merci à vous pour votre attention et pour être resté avec nous si longtemps et pour vos questions. Je pense que la prochaine session, retour dans cette salle, est à 14h30. Jean-Paul Fitoussi me fait signe que oui. On se retrouve, pas avec moi, ce sera un autre modérateur, mais à 14h30. Merci.